Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui dans le centre commercial Minélis. Nous sommes aux Abîmes avec Cap Excellence, qui est un événement qui a été mis en place. Vous allez voir dans la galerie, si vous venez aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses à découvrir sur tout ce qui est gestion de notre territoire. Et là, cet après-midi, nous sommes avec vous pour parler d'un thème qui leur tient aussi énormément à cœur. C'est un thème sur les produits locaux, notre richesse plurielle. Lorsqu'on parle de richesse plurielle, on parle de la santé, de l'économie et du patrimoine. Alors, pour parler avec nous du sujet, pour débattre avec nous, on a plusieurs intervenants. On va commencer par Monsieur Célin. Bonjour, Monsieur Célin. Bonjour, la ville des Abîmes, bonjour Canal 10. Voilà, président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Oui, c'est ça. Alors, vous allez nous expliquer comment ça se passe sur notre territoire et ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on puisse développer et aller vraiment vers l'autonomie totale alimentaire, voir si c'est possible. À côté de vous, nous avons Slam Clotilde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, qui est conseillère technique ruralité et littoral de Cap Excellence. Tout à fait. D'accord, donc pareil, vous allez vous présenter, nous expliquer ce que c'est, votre fonction, quelle est votre mission et ce que vous avez mis en place. On va parler aussi d'apiculture parce que c'est très important, le miel. Et je rappelle, on est régulièrement primé sur notre territoire. On reçoit nous-mêmes, c'est une petite fierté bien évidemment, on reçoit des agriculteurs et des apiculteurs sur le plateau qui vous présentent toujours leur technique. Alors ensuite, nous sommes avec Madame Marie-Corinne Lacascade. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Canal 10. Voilà, et vous êtes vice-présidente de Cap Excellence, mais tourisme. C'est cela, voilà. Donc, très important, on a vu que les touristes sont prêts à payer jusqu'à 25 000 € pour avoir nos produits locaux. Donc ça, je pense qu'il va falloir peut-être développer ça et savoir comment on peut monter notre production, noter notre gamme et pourquoi pas se lancer aussi sur le luxe et comment faire la différence parce qu'il faut aussi que la population puisse se nourrir. Absolument, merci. Merci beaucoup. Et ensuite, nous sommes avec Monsieur Harry Archimède. Bonsoir. Bonsoir Canal 10, bonsoir la Guadeloupe. Donc Harry Archimède, président du Centre INRAE Antilles-Guyane et directeur de recherche. D'accord, donc effectivement, donc tout à l'heure vous allez nous expliquer ce que serait que l'INRAE pour les gens qui ne le savent pas encore. Et très important ce que vous faites au niveau de la recherche, puisque pour développer nos filières, on doit vraiment savoir ce qui se passe. Donc on va commencer avec Cap Excellence, puisque c'est votre événement qui est là aujourd'hui. Et Madame, je vous laisse reprendre le micro, Madame Lacascade. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place aujourd'hui au niveau de Cap Excellence? Alors aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous dans l'agenda des événements de Cap Excellence. C'est le lancement du projet de territoire, mais nous avons déjà commencé depuis le mois dernier. Il y a eu déjà 2 présences importantes à Milénis, puis au Festival Terre de Blues. Alors c'est pour présenter les projets, mais la volonté du président Éric Jalton, c'est de créer des projets, mais bien sûr avec le collectif, avec la population. Nous devons penser le territoire, avoir la vision et bien sûr connaître quelles sont les attentes, quelles sont les volontés aussi de la population, puisqu'un projet de territoire doit être porté par tous. C'est vrai que Cap Excellence est très engagé dans cette vision. Et le fait de venir ici à Milénis, eh bien, nous faisons connaître, le projet de territoire et les gens adhèrent. Parce que c'est le dialogue, c'est l'échange, les informations et puis cette volonté qu'on a de parler aussi d'une même voix pour la Guadeloupe et particulièrement pour Cap Excellence. Alors, quelle est la vision globale du président et au niveau de Cap Excellence, comment vous faites pour que cette vision se réalise? Écoutez, nous travaillons déjà en partenariat avec tous les acteurs. Travailler avec les acteurs, ça veut dire que sur le territoire de Cap Excellence, nous avons une diversité d'acteurs. Nous savons que c'est le poumon économique de la Guadeloupe. Donc on parle effectivement, la présence de M. Célin prouve qu'il y a un vrai dialogue avec la Chambre d'agriculture, avec le CHU, avec les villes membres, puisque Cap Excellence est composé de 3 villes membres. Et donc cette vision, elle est commune. Et donc nous travaillons bien sûr avec les collaborateurs qui sont force de proposition pour que le territoire de Cap Excellence soit impliqué, soit intégré dans le schéma régional de la Guadeloupe. D'accord, alors maintenant je me tourne vers vous, vous posez la question, puisque vous êtes technique ruralité et littorale, par rapport à tout ce qui est agriculture et nourriture. Quelle est la vision et quels sont les projets de Cap Excellence sur le territoire, sur le poids alimentaire? Alors, sur le point alimentaire, Cap Excellence porte ce qu'on appelle une stratégie alimentaire durable, qui a été labellisée projet alimentaire territorial, qui a diverses orientations, notamment
tout ce qui va concerner la promotion et la valorisation des produits locaux, l'accompagnement à la structuration des filières avec nos partenaires. On sera aussi sur tout ce qui sera la précarité alimentaire. On va travailler sur la précarité alimentaire, notamment avec le contrat local de santé de Cap Excellence et son contrat de ville. Sur tout ce qui sera les grands projets, les grandes stratégies de Cap Excellence, on aura une sensibilité sur cette partie alimentaire. Donc, lorsqu'on parle de l'alimentation, on a tendance à penser à ce qu'on mange. L'alimentation, la stratégie alimentaire ne s'arrête pas là. Elle commence de la terre jusqu'aux déchets en allant vers le recyclage aussi de ces déchets. Donc, ce sont toutes ces thématiques que Cap Excellence travaille au travers justement de son projet alimentaire territorial. Donc, nous avons différentes actions, hein, si vous voulez, je peux vous les nommer. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. On rentre là dans le cœur du sujet. Dans le cœur du sujet. Donc, notamment pour pouvoir créer cette nouvelle population de locavorisme, parce que on va pas les avoir maintenant, c'est sûr. Effectivement, il y a une grande avancée qui s'est faite avec la population. Hein. On se rend compte que de plus en plus, on a une population qui va vers ces produits locaux, qui est consciente que ces produits locaux sont nécessaires à sa santé. Voilà. Mais nous disons que pour pouvoir travailler à cette future population de locavorisme, il faut la travailler bébé, et même depuis la femme enceinte. Donc, nous avons monté un projet qui s'appelle Manger à tout petit, où nous accompagnons justement les familles dans l'introduction des produits locaux, dans la diversification alimentaire des parents, des enfants. Voilà, nous accompagnons les parents à ça. En plus de cette action, nous aurons des actions de promotion des filières, notamment comme Capiculture, où nous travaillons en étroite collaboration avec la Pigua, sur la promotion et la valorisation du miel, mais pas que. Cette valorisation, elle va commencer par le fait de, justement, parler avec la population des plantes mellifères. Voilà, comment les introduire, comment faire en sorte que on ne puisse pas couper, faire le désherbage à n'importe quel moment de l'année. Parce qu'on prend par exemple une plante comme le giromon, souvent, hein, lorsqu'elle est en fleurs, on passe la débroussailleuse et voilà, on n'a pas justement nos abeilles qui font leur travail, qui est justement de polliniser, parce qu'on n'a pas fait l'éducation de la population sur comment cultiver chez eux. Tout à fait. Donc, cette éducation aussi à la population va se faire avec un projet qui s'appelle Jardin d'Excellence. Donc, Jardin d'Excellence, durant l'année, on aura différentes petites sous-actions, notamment la distribution de plantes, que ce soit maraîchers, mellifères, plantes médicinales, à la population pour revenir à ce fameux jardin Bocase. On aura aussi le fait qu'on va accompagner les jardins partagés pour pouvoir les démultiplier sur le territoire. Alors nous, on ne parlera pas d'autosuffisance alimentaire, mais plus justement de revenir à ce fameux jardin Bocase qu'on avait tous, hein, on a connu, où on pouvait récupérer le persil, le citron, les condiments, que ce soit pour se nourrir ou pour pouvoir se guérir. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question pour vous, Monsieur Célin. Madame Clotilde a parlé de devenir locavore, mais nous, ça fait plusieurs années qu'on en parle en plateau. Avec les agriculteurs, on voit effectivement que les gens achètent de plus en plus de produits locaux. Des fois, bon, les gens estiment qu'il peut y avoir un problème au niveau du prix. Vous avez parlé aussi pour les prix pour les producteurs. Donc, comment faire pour remédier à ça? Pour faire, par exemple, que les tomates, quand c'est la saison des tomates, qu'on puisse vraiment en acheter chez nous sur notre territoire. Et est-ce que vous, ce sont des sujets, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en aborder, comment vous avez traité ces sujets-là pour que ça puisse évoluer? Parce qu'on voit qu'il y a une évolution de la consommation. Merci. Alors, c'est vrai que la situation a beaucoup changé depuis ces 10 dernières années. Le comportement du consommateur, mais aussi des agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous avons la proximité qui se développe depuis comment on appelle ça, le virement sur l'agroécologie, puisque nous avons fait le virage dès 2013, quand nous sommes arrivés à la Chambre d'agriculture. Nous sommes entrés dans une dynamique avec, justement, nous sommes partenaires de Cap Excellence. Et je rappelle que la première ruche pédagogique, c'est nous qui l'avons mis en place à Taonaba, il y a déjà 7-8 ans, une dizaine d'années de cela.
Donc nous sommes dans cette dynamique-là, mais il faut observer aussi que l'ensemble de nos producteurs, aujourd'hui, ont franchi le pas de la grande transformation. Donc ça veut dire aujourd'hui, comment faire consommer à nos jeunes qui ont une autre approche alimentaire sur les influences de l'extérieur, c'est inévitable. Hein. Et donc, comment leur faire participer à cette production, puisque d'abord, on fait ce métier par choix, c'est vrai, parce qu'on aime, mais il faut que le métier nous y soumette. Et nous sommes dans une démarche aussi de progression au niveau technique, mais aussi, ce qui est important pour l'agriculteur, c'est bien gagner sa vie. Alors on peut développer le jardin bocase, mais ça ne suffira jamais puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de bocase, des gens qui habitent dans les cités. Donc la démarche de la Chambre d'agriculture est toujours d'accompagner. Et la dernière en date, c'est sur les PAT, sur les programmes alimentaires territoriaux, là où nous accompagnons un certain nombre de villes qui nous ont sollicité. Pardon ? Ah, j'arrive pas. Hein. Donc voilà, donc la Chambre d'agriculture a pris ce virage avec l'ensemble des agriculteurs et nous pouvons dire aujourd'hui que le développement se fera dans ce sens-là, puisque aujourd'hui, et nous allons certainement parler tout à l'heure, nous sommes sur la souveraineté alimentaire et sur lequel la Chambre a emboîté le pas bien avant que ça a été demandé. D'accord. Alors justement, Monsieur Archimède, pour les gens qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est très important à chaque fois que j'ai l'occasion de voir un stand de l'INRAE, j'insiste vraiment, dernièrement il y avait encore un événement où j'ai vraiment expliqué à la population l'importance de la structure sur le territoire. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce qu'on fait, et par rapport à la question que je posais sur tout ce qui est locavore et comment développer l'agro-transformation, je voudrais avoir votre point de vue s'il vous plaît. Oui, vous aurez le point de vue de l'Institut, par le mien. Exactement. Donc, déjà, INRAE, le sigle veut tout dire, hein? Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une approche qui va du sol à l'assiette, et aussi parce qu'on part du principe que quand on intervient en agriculture, hein, quand on intervient en alimentation, on impacte forcément l'environnement. Et dans ce qu'on construit, on souhaite que ces impacts soient positifs, c'est-à-dire le minimum de pollution et le maintien, voire le développement de la biodiversité. Voilà. Ensuite, je pense que la question de la production locale, c'est quelque chose de très important. Mais je pense que ne serait-ce que les définitions peuvent être déjà problématiques. C'est quoi la production locale? Est-ce que c'est le fait de produire localement qui est la production locale? Nous pensons qu'on doit aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, le monde est diversifié. Donc, imaginez-vous un monde où l'agriculture serait exactement la même un peu partout. Ce monde serait bien triste. Donc, il y a quand même, je dirais, une identité territoriale. Et l'agriculture doit nourrir l'homme, mais l'agriculture doit aussi contribuer à maintenir cette identité territoriale. Et l'identité territoriale, c'est quoi? Ce sont des ressources qui sont spécifiques, des ressources végétales, des ressources animales, mais ce sont aussi des façons de produire qui doivent prendre en compte le contexte territorial. Et enfin, je dirais que nous, Institut de recherche, c'est important pour nous d'apporter des solutions aux problèmes présents. C'est pour ça qu'on a été créé. Mais c'est aussi important pour nous d'anticiper. Parce que nous sommes dans un monde qui change au niveau climatique, au niveau géopolitique, etc. Et il est important que nous devancions un certain nombre de choses pour offrir à la population des agriculteurs, mais je dirais à la diversité des acteurs du système alimentaire, eh bien, les outils, les innovations qui leur permettront justement de répondre à leur mission. Alors justement, comment, sur notre territoire, comment est organisé l'élevage en général, donc que ce soit les capins, les bovins, la volaille, la filière porcine, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette organisation? Oui, je vais peut-être vous étonner. Nous, on a une approche un peu différente. Nous, on raisonne système. Parce qu'on pense que l'élevage seul
raisonner élevage déconnecté des productions végétales, eh bien, on ne prend pas en compte comme les synergies, les interactions positives qu'il peut y avoir entre élevage et végétal. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, raisonner comme ça veut dire que quelque part, on n'attribue qu'une seule mission à l'élevage, qui est de produire de la viande. Or, l'élevage a d'autres missions que produire de la viande. Ça permet de recycler les biomasses, ça permet de maintenir les milieux ouverts, ça permet, voilà, il y a un certain nombre de missions par rapport à ça. Bon. Une fois que je dis ça, il faut que je réponde à votre question. Donc, comment organiser l'élevage? Je dirais qu'il y a différents élevages en Guadeloupe. Il y a l'élevage dit organisé, réalisé par des dits professionnels, voilà, c'est-à-dire des gens qui sont déclarés, ils ont une carte Amexa, etc. Et il y a des élevages que l'on dit informels. Le terme ne me plaît pas forcément, mais bon, c'est le terme généralement employé, porté par une multitude de producteurs, de propriétaires d'animaux, si on veut. Et c'est la somme des deux qui contribue à produire. C'est quoi les caractéristiques? Monsieur Célin le dirait mieux que moi. En fait, on est quand même face à une grosse problématique. En élevage, il faut différencier, je dirais, les animaux qui consomment de l'herbe. Donc les herbivores. Donc ce sont les cabris, ce sont les moutons, ce sont les cabris, moutons et bovins, quand même. J'oublie le plus gros, les bovins. Et à côté, il y a des animaux qui ont un tube digestif comme vous et moi. Hein. Donc ça veut dire qu'ils vont consommer des choses que nous... Ils sont omnivores. Voilà, que nous sommes en capacité de consommer. Donc ce sont les cochons, ce sont les lapins, etc. Donc quelque part, nous sommes sur la même niche alimentaire. Et c'est quoi la réalité? La réalité aujourd'hui, c'est que pour nourrir cette deuxième catégorie d'animaux, nous sommes tributaires à 100% des aliments importés. Donc, développer la filière, c'est aussi se questionner sur la capacité de notre territoire à réduire cette dépendance par rapport à l'extérieur. Parce que, imaginez-vous que pour des questions géopolitiques... Comme on dit, le bateau ne rentre plus. Ouais, le bateau ne rentre plus, mais ça va plus loin que ça. Parce que le changement climatique, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement ce qui va se passer sur notre territoire. Le changement climatique, c'est ce qui va se passer dans le monde. Donc ça veut dire que ce sera des inondations, ce sera des sécheresses ailleurs. Donc ça veut dire que les pays qui aujourd'hui sont nos jardins vivriers, via l'importation, eh bien ce sera moins sûr. Donc parce que c'est moins sûr ailleurs, il y a obligation que sur notre territoire, nous donnions, je dirais, un minimum de sécurité, eh bien, pour pouvoir vivre indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, donc ça veut dire que nous travaillons à donner, je dirais, plus d'autonomie, plus de résilience à nos systèmes alimentaires, que ce soit pour l'élevage, avec, je dirais, un regard particulier sur les monogastriques, pour lesquels aujourd'hui nous sommes fortement dépendants de l'extérieur. Et je dirais quelque chose qui me renvoie à l'introduction, c'est-à-dire c'est quoi local? Local, c'est aussi les races locales. Donc ce sont nos races créoles qui, en plus de la qualité de leur viande, M. Célin a inauguré au mois de février, au Salon de l'agriculture, la présence de notre bovin créole, où la viande créole a été appréciée par les visiteurs. Donc, indépendamment de cette qualité intrinsèque de nos races créoles, il y a aussi leur capacité à s'adapter à notre contexte climatique, contexte pathologique, qui sera de plus en plus difficile. Donc, nous travaillons justement à rendre ces animaux encore plus performants et à les intégrer dans nos systèmes polyculture-élevage. Voilà.
il y aurait d'autres choses à dire, mais bon. Peut-être tout à l'heure. Madame Bouila-Cascade, vous voulez rajouter quelque chose sur cette organisation, justement? Alors non, juste dire, en tout cas c'est passionnant, bien sûr, oui. c'est passionnant. Alors je voudrais quand même rappeler 2 points. Une des réponses, hein, c'est le projet d'agroparc porté par Cap Excellence, qui peut aussi répondre à la question de, alors je ne dis pas autonomie, mais en tout cas de satisfaction alimentaire, puisque ce projet doit voir le jour fin 2025, début 2026, et où nous avons donc voulu qu'il y ait des porteurs de projets, des créateurs, des Guadeloupéens, puisqu'il faut répondre à cette question d'alimentation, comment se nourrir personnellement, en tout cas sur le territoire. Et puis, il y a ce volet de développement de la filière des produits locaux et les produits agro-transformés. Et je fais tout de suite le parallèle avec le tourisme sur le tourisme de Cap Excellence en général en Guadeloupe, particulièrement où nous avons développé avec nos restaurateurs, avec nos agro-transformateurs, ces produits de qualité et de valeur et qui peuvent être exportés. Parce que les agriculteurs ont compris aussi depuis longtemps, et ça, sous l'aval du président qui travaille depuis de nombreuses années, les agriculteurs ont été les premiers à transformer les produits locaux, les plantes médicinales, tout ce qui est pharmacopée, etc., pour nourrir la Guadeloupe. Et au-delà de proposer aux Guadeloupéens des produits, eh bien, nous avons fait de nos produits locaux des produits de la gastronomie créole qui n'existent que chez nous. Et quand on parle de produits endémiques, de plantes endémiques, etc., il est vrai que la Guadeloupe produit effectivement énormément de produits. Donc, on a du travail encore à faire, mais je crois que les anciens, les aînés, nous ont mis sur une voie de valorisation de nos produits d'excellence. Parce qu'il faut aussi parler de produits d'excellence. La Guadeloupe produit des produits d'excellence. On les voit sur les tables, on les voit dans les supermarchés, on les voit dans les épiceries fines. Et donc, il y a des jeunes, une belle promotion de jeunes qui reviennent au pays, parce qu'il y a ça aussi. On demande à nos jeunes de revenir travailler chez nous. Une fois formés, et ils sont là et ils développent des produits d'excellence de qualité. Et ce sont des produits locaux qui sont aujourd'hui présentés sous différentes formes. Pas seulement que nous trouvons dans nos assiettes, mais également dans des bocaux, dans la cosmétique. D'accord, les produits pour les cheveux, etc. Nos produits locaux sont partout. Et c'est ça le rôle aussi de Cap Excellence. C'est d'accompagner les acteurs, d'accompagner ceux qui veulent innover. Et l'agroparc a été d'ailleurs le premier point d'ouverture sur les produits locaux. Effectivement, la cosmétique, de clin d'œil. Alors, je me souviens plus de son nom, mais la Guadeloupéenne qui a développé une gamme de cosmétiques avec les mares de café, donc qu'elle récupère. Et franchement, chapeau à elle, parce qu'elle est ingénieure. Je vous rappelle qu'elle aurait dû rester. Après être partie faire ses études sur le territoire hexagonal, elle a dit non, je rentre chez moi. Elle a développé sa gamme. Du coup, Monsieur Célin, pour rebondir ce que disait Monsieur Archimède sur le fait que nos agriculteurs soient dépendants pour nourrir leurs animaux de ce qui vient d'un extérieur. Alors, je me souviens l'année dernière, Monsieur Martranchard était venu en Guadeloupe justement pour traiter ce sujet. Quel est votre point de vue, vous? Qu'est-ce que vous constatez au niveau des éleveurs? Comment faire pour les rendre moins dépendants, justement? Alors, je crois que M. Hachmed a bien parlé d'une catégorie dite des monogastriques, c'est-à-dire ceux qui ont une digestion un petit peu comme le ceux qui sont omnivores comme nous, exactement. Voilà. Mais sinon, je crois que nous sommes d'accord sur au moins cela, c'est-à-dire nous fonctionnons et la Chambre incite justement à parler plutôt de système de culture. Pour plusieurs raisons, parce que nous sommes un petit territoire, et nous avons des petites surfaces, la moyenne d'installation c'est autour de 4 hectares 50, donc à la limite presque invivable, donc il faut être double actif. Donc, mais pour ceux qui ont fait le choix d'être des professionnels à temps plein, nous savons que la moyenne est autour de 8-9 hectares, voire 10 hectares. Et donc, il faut à ce moment-là se diversifier. Donc, c'est justement pour cela que nous parlons de l'agriculteur à notre vision. Aujourd'hui, il n'est pas que agriculteur, mais il a aussi une vision sur l'environnement, sur son espace. Les problèmes de trait de côte, par exemple,
sont les premiers chocs que nous subissons sur le changement climatique. Et il faut avoir de l'espace. Donc il faut avoir une gestion fine de l'espace. Donc l'agriculteur guadeloupéen est conscient de cela. Et c'est pourquoi au niveau des déchets, très rapidement, nous avons mis en place Agrivalor pour traiter les plastiques, traiter tout ce qui est déchets sur les exploitations agricoles. Donc aujourd'hui, nous avons en face de nous pas un agriculteur au sens producteur agricole, mais nous avons quelqu'un quand même qui a une dimension, une vision du développement de son territoire, puisque personne ne peut mettre en remise en question le fait que nous constituons plus de 90% de la biodiversité française. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui ont fait le choix d'être agriculteurs professionnels dans le cadre d'une filière, c'est vrai que nous dépendons un petit peu de l'extérieur. Mais ce n'est pas gênant en soi, puisque, comme je dis, nous sommes les habitants du monde, comme disait Guisson. Mettez bien le micro. Oui, je disais, comme disait Guisson, nous sommes des habitants du monde. Nous n'avons pas vivre en autarcie, nous devons vivre avec les autres. Et quand on parle d'autosuffisance, je ne partage pas tout à fait, puisque moi j'aime bien le raisin, on n'en produit pas en Guadeloupe, et je ne voulais pas qu'on n'en fasse pas venir. Mais autant aussi qu'on puisse faire partie de nos productions, et c'est ce que nous avons fait à Paris il y a quelques mois, dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Nous avons valorisé la viande créole, la vache créole, originaire, vous savez, c'est des ébus, que nous avons découpé aussi avec un boucher guadeloupéen, la découpe, je dirais, guadeloupéenne. Et je peux vous dire que ça a eu un succès exceptionnel. Et aujourd'hui, nous avons même donné des idées. La Martinique, qui déjà, avec la Guyane, se sont déjà signalés pour l'année 2026, présenter une vache, et c'est du Brahman, je crois. Donc, c'est pas tout à fait comme nous, mais sur le goût, les gens ont apprécié. Nous avons donc, je pense, franchi un autre palier. Et c'est ça, grâce à la dynamique des agriculteurs guadeloupéens. Donc, je crois que nous devons être fiers. Nous devons être fiers parce que nous sommes dans le tempo, nous sommes dans l'air du temps. Et je crois que l'agriculteur guadeloupéen, aujourd'hui, au-delà de... C'est pas facile, ça c'est vrai, les difficultés. Mais la population doit jouer le jeu. Nous n'allons pas réussir tout seuls. Les coûts de production restent difficiles parce que, comme par exemple pour ces personnes qui ont fait le choix d'être en filière, mais qui reçoivent la matière première de l'extérieur, c'est vrai que ça devient difficile. Mais sur l'amélioration et les performances, et là aussi c'est le travail de l'INRA sur les choux, sur les variétés, donc nous pouvons venir à des variétés beaucoup plus résistantes, et c'est le cas de la vache créole qui est résistant à toutes sortes de maladies, parce qu'il a fait son parcours comme nous-mêmes dans l'histoire, et donc aujourd'hui qui a sa place et qui permet aux agriculteurs guadeloupéens d'avoir un produit dans le cadre de la souveraineté alimentaire qui est bien de chez nous. Alors, est-ce que vous voulez intervenir sur le sujet, justement? Qu'est-ce que vous constatez sur le territoire lorsque vous travaillez dans tout ce qui est ruralité? Ce qu'on peut constater, c'est que je vais m'appuyer sur ce que l'INRA a dit, ainsi que la Chambre d'agriculture, effectivement. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, on a énormément de particuliers qui détiennent des animaux. Même pour l'agriculture, qui détiennent des terrains agricoles. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser et repenser comment agrandir la filière, bien sûr dans un esprit de traçabilité. Mais je pense que les grands ont déjà, l'INRA, la Chambre d'agriculture sont sur ces thématiques. Comment pouvoir s'appuyer aussi sur ce qui appartient aussi aux particuliers, pour pouvoir arriver, non pas à la souveraineté alimentaire, je suis d'accord, mais à une production beaucoup plus large. Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour vous tous. Allez-y, si vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet. Juste rajouter qu'effectivement, nous sommes un territoire insulaire, donc fragile. Et le président disait, donc expliquait, voilà, que nous sommes aussi, que les animaux, les espèces, les fleurs, voilà, les fruits, sont aussi résilients comme nous, comme nous-mêmes, et se développent dans un environnement identique. Et c'est là notre force et notre richesse. C'est-à-dire que on parlait de partenaires, travailler avec l'université, travailler avec la Chambre d'agriculture.
toutes ces institutions qui permettront demain de faire une production de produits locaux, d'animaux, etc., qui sont aussi dans la résilience et qui sont résistants parce que nous sommes dans le monde. On aura des événements majeurs, on a le réchauffement climatique, on a la problématique de la montée des eaux, etc. Notre biodiversité, elle est également menacée, on a l'urbanisation. Donc voilà, quand on parlait de partenaires pour réussir un projet de territoire, c'est ce que je voulais dire. Tous ensemble et être encore plus résilients. Et la résilience fait que nous devons innover et créer. Voilà. Oui, pour ne pas monopoliser, 3 points. La première chose, c'est la notion d'interaction. On parle de filière d'agrotransformation, mais aujourd'hui, c'est quoi le premier facteur limitant? Le premier facteur limitant, c'est l'offre. Celui qui se lance dans l'agrotransformation et qui ne produit pas, eh bien, il a des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Donc, et ce n'est pas un petit problème, parce que ça veut dire que quelque part, et c'est l'une des missions de l'INRAE, nous avons travaillé sur la chaîne de valeur. Parce que l'agrotransformateur, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que le produit soit le moins cher possible. Mais le producteur, celui qui crée le produit, eh bien, il faut qu'il gagne sa vie dessus. Donc, il y a cette notion de chaîne de valeur. Et j'irai au-delà. Monsieur le Président Célin disait tout à l'heure qu'il faut que l'agriculteur vive de son métier. Quoi de plus juste? Mais le métier de l'agriculteur est très particulier. Et je crois qu'aujourd'hui, l'organisation, le paiement du travail de l'agriculteur, on devrait le revoir. Parce que je considère, enfin, nous sommes un certain nombre à le considérer à l'INRAE, dans la recherche d'une façon générale, qu'on ne peut pas rémunérer l'agriculteur uniquement sur ce qu'il vend. Il y a une autre mission, c'est sa contribution au maintien de la biodiversité, c'est tout le travail qu'il fait pour limiter l'impact du changement climatique, etc. Ça aussi, ça a une valeur. Il contribue à rendre le monde vivable. Et ça, aujourd'hui, il n'est pas payé pour ça. Et je crois qu'en plus des innovations, je dirais, biotechniques que l'on produit, on doit être en capacité aussi à innover au niveau organisationnel pour prendre en compte cette dimension-là. Dernier point. Madame parlait de biomasse, et là encore, c'est important. Il faut que ça circule. L'agriculteur a des biomasses non alimentaires sous son exploitation agricole. Donc, il faut que ces biomasses circulent. Si elles circulent, il y aura moins de pollution. Et si elles circulent, ce qui est coproduit de culture, eh bien, devient des aliments pour des bétails, devient des sources d'énergie, etc. Donc, pensons système, pensons global et agissons local. D'accord, de cercle vertueux. Avant de vous poser ma question, puisqu'après on va enchaîner sur la transmission, je voudrais que vous répondiez par rapport à ce que vient de dire M. Archimède pour la manière de vivre des agriculteurs pour leur rémunération. Oui, c'est une évidence. C'est-à-dire en réalité aujourd'hui, l'agriculteur, la forme de rémunération que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport à sa production. Et nous, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un calcul savant, hein, on calcule, on appelle ça la marge brute. Et on a dépensé tant, bon, on a gagné tant, ça nous fait tant de marge brute. Et ça va au-delà, puisque nous avons d'autres responsabilités sur le monde même, je pense, sur le comportement des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus... il faut qu'il y ait un partage, en fait. On ne peut pas rester dans son petit confort et chacun et dire oui, mais produit là trop cher. Et on ne paie pas que le travail effectué techniquement ou pratiquement, mais sur les retombées au niveau, sur les retombées, sur le travail que fait l'agriculteur, on peut dire, qui est d'intérêt général. Et ça, effectivement, je n'ai pas la solution sur la rémunération, comment on le ferait. C'est ensemble, comme nous avons appelé notre projet avec l'ensemble des partenaires, ensemble, et tous ensemble, il n'y a que comme cela
autour de réflexion, autour de partage, d'échange, que nous allons pouvoir à remettre au centre du débat ce métier d'agriculteur. On continue à le faire ou on continue à voir les agriculteurs dégringoler et partir les uns après les autres parce qu'ils n'auraient pas trouvé effectivement le résultat de leur travail. Donc je crois que c'est une question fondamentale qu'a posée Archimède et quoi, je le partage, mais on n'a pas encore la solution. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, j'ai une question pour vous tous. Je voudrais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est transmission. Donc comment faire pour que notre jeunesse se dirige vers l'agriculture? Comment faire pour installer nos jeunes? On a vu tout l'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes sur l'installation des jeunes qui, avec les terrains, ils sont quand même 300, donc ça fait quand même beaucoup. Donc est-ce que politiquement, il ne faudrait pas faire quelque chose pour organiser autrement, différemment cette filière? Et comment faire pour leur donner envie d'aller vers ces métiers dits difficiles et qui en plus ont été dévalorisés. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a quelque temps, il y avait la fête du Cabri à la Désirade et on a rencontré un jeune qui a commencé à se lancer dans des recherches pour faire du jambon fumé de Cabri. Et c'était vraiment excellent, c'était vraiment bien. Mais il n'a pas d'informations sur est-ce qu'il y a des subventions. Il ne sait pas comment faire, par exemple, pour avoir un laboratoire dans lequel il pourrait faire ses tests, puisqu'on rappelle qu'il faut que ça passe l'Institut Pasteur, hein, tout ce qu'on va produire pour présenter à la population. Donc comment est-ce que ça, vous comptez, tout à l'heure vous parliez des jeunes qui arrivent, qui reviennent et qui arrivent pour l'avenir. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez pris en compte? Et comment vous allez faire là pour que ces jeunes puissent s'installer et développer justement l'agriculture, que ce soit agro-transformation, que ce soit l'élevage ou bien les fruits et légumes? Comment faire pour qu'à l'avenir, ce soit beaucoup plus simple pour eux? Alors nous sommes dans un système, nous évoluons avec les autres, avec les complications de la vie. Et je crois que déjà au niveau du renseignement, nous avons plein d'organismes. Je crois qu'à tous les niveaux, on peut trouver des informations. Seulement, comme je le répète, nous sommes sur un petit territoire et il est question aussi de la retraite des exploitants agricoles. Il faut savoir que c'est de la misère aujourd'hui. Alors, donc, le problème de l'installation, on le vit aussi, on le vit aussi mal. On a envie d'installer des jeunes. Mais on n'a pas envie que les jeunes subissent les mêmes choses que nous. On a envie aussi qu'ils réussissent. Et pour qu'ils puissent réussir, on revient toujours sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut qu'on puisse mener une réflexion globale. Ce n'est pas par petits groupes, par parcimonie, comme ça on va arriver. C'est mener une réflexion globale, puisque il y a encore du terrain. La réforme foncière, je crois qu'il y a quelque chose que nous avons fait. On peut décrire tout ce qu'on veut dire, mais n'empêche qu'on a sanctuarisé près de 8000 hectares de terre qui sont agricoles et qui resteront agricoles tant que les GFA seront constitués. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, comment les installer, c'est comment aussi accompagner les anciens à partir à la retraite. Quelle retraite? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde où le niveau de vie est très élevé, est-ce que vous estimez que la moyenne de 350-450 euros J'avais posé la question à M. Matranchard au niveau du gouvernement est viable? Non, je crois qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la misère, qui a bossé, qui a travaillé, qui a contribué au bien-être des autres confrères guadeloupéens, et aujourd'hui on lui demande de partir comme ça à la misère. Donc c'est une réflexion globale, nous l'avons déjà posée, il faut que nous le réglions ensemble. Sur le pareil, vous voulez intervenir? Alors moi, je dirais que je suis un petit peu, en tant qu'élue au tourisme, au bout de la chaîne. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'innovation. Énormément d'innovation. Comment accompagner? Il est vrai, si vous prenez l'exemple du jeune de la Désirade qui subit une double insularité. Alors c'est vrai que je pense qu'il faut refaire de la proximité, retourner sur les territoires, aller dans les lycées, vraiment depuis les collèges, informer et puis changer la vision que les jeunes ont de l'agriculture. Voilà, je pense que c'est il faut prendre son bâton de pèlerin et puis travailler avec le rectorat, l'éducation nationale, puisque malheureusement on a donné, même les anciens ont donné une image qui est peut-être vraie, mais dure de l'agriculture. Oui, dure, parce que c'est un métier
qui est dur. C'est un beau métier. Donc, je pense qu'il faut voilà, que ceux qui partent à la retraite changent un petit peu de discours, disent que c'est un métier. D'ailleurs, sans les agriculteurs, on ne vivrait pas. C'est un peu comme les abeilles. Sans abeilles, on ne peut pas se nourrir. Et donc, c'est l'un des plus beaux métiers. Et je trouve que ce métier-là, on ne le met pas souvent en valeur. Je crois qu'il faut faire à la limite la fête ou la semaine de l'agriculture. Voilà. Faire des événements pour que la population adhère et donne envie. Parce que, mine de rien, nous avons des jeunes qui innovent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur beaucoup de produits et donc les accompagner. Alors, je disais qu'en tant que lieu tourisme, je suis un petit peu au bout de la chaîne parce que mon rôle est de valoriser ces beaux produits. Une fois qu'ils sont faits. Une fois qu'ils sont faits, voilà. Alors, allez-y, surtout qu'au niveau de l'île Ré. Alors, allez-y. Alors, pour appuyer ce que Madame Lacascade disait, il y a déjà énormément d'événements autour, si je ne me trompe pas, hein, Monsieur Célin. On a la journée de porte ouverte du lycée agricole. Il y a aussi une journée qui est faite au niveau de la chambre d'agriculture. Nous-mêmes, on a les journées de l'agrobusiness. Donc, je pense que sur une année, il y a déjà au moins 5 à 8 événements autour de la thématique. Maintenant, un jeune, effectivement, qui veut se lancer, vous avez aussi le syndicat des jeunes agriculteurs, doit aussi chercher l'information pour pouvoir venir, et quelle que soit l'institution vers laquelle il ira, que ce soit un PCI, que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit les jeunes agriculteurs ou la région, nous sommes en capacité aujourd'hui, je pense, à force de travailler ensemble, en partenariat, à pouvoir le rediriger vers une autre institution. C'est-à-dire que si ce n'est pas nous qui sommes en charge de la thématique qu'il souhaite, de la subvention qu'il souhaite, par exemple, on est en capacité de lui dire, ben voilà, sur ce projet-là, peut-être qu'il faut plus vous rapprocher de la région parce qu'ils ont des fonds européens dessus. Peut-être qu'il faut vous rapprocher plus de la chambre d'agriculture parce qu'il va pouvoir vous accompagner dans la structuration. Peut-être qu'il faut vous rapprocher plus d'une SICA, d'une interprofession. On est aujourd'hui en capacité de le faire parce que justement, toutes les tables rondes que nous faisons, tout ce travail en interpartenariat nous permet aussi à nous de savoir ce que font les autres. Donc il faut que ces jeunes aussi cherchent l'information aujourd'hui à l'heure d'Internet. Voilà. Il y a tout ça qu'il faut. Alors allez-y, surtout qu'au niveau de l'INRAE, il y a pas mal de jeunes qui viennent quand même s'inscrire. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Mais les échanges là en gros, on parle de quoi? On parle d'une société plus solidaire quelque part. La place de l'agriculteur, comment le rémunérer, la chaîne de valeur entre les différents acteurs, etc. On parle d'une société plus solidaire. Ça veut dire qu'en matière de politique publique, il faut que cela se traduise. La politique publique doit mettre en avant, je crois, des lois, des choses beaucoup plus solidaires. Et je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas demander à des professionnels de faire du changement sans faire évoluer les lois, les normes, etc. Je pense que ça, il faut l'entendre aussi. On peut pas être dans du global et en même temps, certains actionnent des leviers et en haut, voilà. Je prends souvent l'image du poussin. Je suis zootechnicien. Eh bien, le poussin va se développer. Mais à un moment, il faut qu'il casse la coquille. S'il ne casse pas la coquille, il va rester comme poussin et on n'aura pas de poule derrière. Eh bien, nous sommes un peu là. Il faut que le système législatif soit en phase avec notre façon de concevoir les choses. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je veux dire en tant que citoyen, c'est que certes, je partage tout ce qui a été dit, les événements, les guichets. Il y a aussi la Green Startup de la région Guadeloupe. Il y en a des centaines. Mais si autant de personnes sont encore en manque d'informations, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne. Donc je pense que, communiquer différemment. En tout cas moi, en tant que citoyen, je ne peux pas me satisfaire de ça. Et peut-être aussi parce que je suis chercheur.
il faut qu'on s'interroge pourquoi dans un environnement que l'on dit aussi riche d'informations, aussi connecté, qu'il y a des gens qui sont encore sans information. Voilà. Allez-y, prenez le micro. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, la vraie vérité dans ce petit pays-là, nous pouvons nous mettre ensemble. Mais il y a ce que j'appelle la notion de subsidiarité. Ça veut dire qu'il faut qu'en même temps, qu'on laisse à celui qui est le plus près de l'action s'occuper de l'action et faire ce qu'il y a au-dessus pour arriver à cette action. On peut être tous en chaîne, mais chacun garde quand même son rang. Et c'est vrai que, je le dis tout le temps, je le prends encore pour exemple, hein, ça veut dire nous sommes tous entraîneurs le jour de la compétition. Ça aussi, il faut qu'on arrête avec ça et respecter chacun dans son compartiment. Et je crois qu'à ce moment-là, je pense qu'on arrivera quelque part. Voilà. Allez-y, c'est bon? D'accord, eh ben, merci beaucoup. Déjà, ça c'était les deux plus gros points, les plus importants. Maintenant, pour finir, on finira sur le futur. Comment faire pour qu'au niveau du consommateur, ce soit plus simple pour une famille en début? On rappellera que vous avez parlé du prix des produits. Moi-même, j'ai posé la question. On a, par exemple, beaucoup de femmes seules qui élèvent un enfant, qui n'ont pas forcément les moyens de payer une alimentation chère, mais il faut qu'elles prennent des produits qui soient plus sains pour sa santé, pour éviter que demain, toute la famille ne tombe malade et qu'elle se retrouve dans un problème encore financier. Donc, comment faire pour que la population puisse suivre et consommer local? Parce qu'une fois qu'on a produit, il faut que les gens puissent consommer derrière. Donc effectivement, les événements, c'est bien pour qu'ils puissent découvrir. Par exemple, on sait qu'on a du ketchup de tamarin, on a les petits pots pour bébé, mais maintenant, si moi j'ai un bébé, comment je sais qu'il y a des petits pots qui sont faits en Guadeloupe et comment je fais pour que, enfin, comment vous vous organisez pour que les petits pots soient au même prix que ceux qui arrivent par bateau, puisque forcément, lorsqu'on a un enfant, ça va être plus simple de payer quelque chose moins cher. Donc, est-ce que pour ça, pour finir, est-ce que vous avez une solution sur le consommateur en lui-même? Allez-y, allez-y. Alors, concernant le consommateur en lui-même, il est vrai que ils vont appuyer ou pas. On n'arrivera peut-être pas au même niveau de prix, je pense, hein, selon moi, selon les études qu'on a pu faire, que l'Hexagone. Pourquoi? Parce qu'en termes de production, nous ne sommes pas sur les mêmes quantités. Lorsque vous avez une machine qui peut sortir 100 000 produits jour, ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même machine, mais elle ne vous sortira pas 100 produits jour. Si cet agrotransformateur n'a pas une distribution aussi en extérieur, en export, on ne pourra pas y arriver. Ça veut dire que, selon moi, toute la chaîne devra revoir ses prix. Donc là, c'est l'INRA et la Chambre d'agriculture qui vont appuyer ou pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, je pense que nous, selon l'étude qu'on a fait par exemple sur notre PAT, on s'est rendu compte que souvent, ce ne sont pas les familles qui sont les plus en difficulté, qui ne consomment pas local. Oui, puisqu'au final, voilà. L'ultra transformé, c'est ce que je disais au début de la question, c'est dangereux pour la santé. On se retrouve avec des cancers sur notre territoire. Tout à fait. Il ne faut pas que ça soit trop transformé. Mais on se rend compte souvent que les familles qui sont en difficulté consomment local. Elles ont cette sensibilité. Le locavorisme, c'est une sensibilité. C'est se dire que, bon, je fais le choix de ce produit-là contre ce produit-là. Je fais le choix de prendre un poulet local qui est bon pour ma santé. Au lieu du poulet de dégagement, il faut rappeler son nom quand même. Hein. Voilà, qui est bon pour ma santé, qui va durer 3 jours. Et quand je prends un quart, on a bien mangé, on est bien rempli. Ben, qu'un poulet que je mange et puis 2 heures après, j'ai encore faim. De dégagement. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi une éducation. Ce sont des choix de santé. Au-delà du prix, ce sont des choix de santé. C'est de se dire, est-ce que je mange, ce qu'on mange, c'est nous. Est-ce que je mange bien sainement, justement, pour ne pas, au bout, à me retrouver à l'acheter des médicaments? C'est ça. Ce sont des choix. Monsieur Célin, rapidement, vous voulez répondre sur ça pour le consommateur, comment l'inciter? Écoutez, moi, le président de la Chambre d'agriculture va parler d'une approche économique. Il vous dira qu'en termes d'économie d'échelle, effectivement, Madame
Clotilde vient de le dire tout à l'heure. Donc, nous sommes un petit territoire, petite production. Mettez bien le micro. Finalement. Et petite production, et on fait le même travail pour 100 que pour 1000. Donc, quand on fait le rapport et puis on fait ces calculs, on est cher. Maintenant, je redis ce qu'on a dit en début de séance, il faut qu'il y ait une autre approche ensemble, un autre accompagnement, parce qu'effectivement, nous avons des gens qui sont en difficulté pourtant, qui font les faire. Donc, ça veut dire ils ont mis dans leur démarche une démarche guadeloupéenne, une démarche, je dirais, un peu chauvin. Donc, il y a cette démarche-là. Mais il y a ceux aussi qui peuvent et qui ne le font pas. Donc, pour régler tout ce problème, je crois que c'est par la discussion, par la prise en main, la considération même de notre territoire, que nous allons pouvoir dire, eh bien, écoutez, nous devons plus subir cette concurrence, à la limite qu'on peut dire déloyale, mais n'empêche que nous le subissons toujours. Quand nous savons que nous avons une tranche de la population plus de 35% en dessous du seuil de pauvreté, nous devons pouvoir faire l'effort ensemble, mais ce n'est pas une personne, ni l'agriculteur qui pourra le faire, parce que, comme je dis, lui, il calcule en coût de revient en marge brute. Alors, rapidement, avant de rendre l'antenne, il nous reste juste une petite minute. Si vous voulez répondre sur ce point-là pour le consommateur. Deux choses. Manger mal, ça coûte à la société. On le paye en bout de chaîne. Ce sont les médecins, ce sont les centres hospitaliers, etc. Donc, ça a un coût. Donc, il ne faut pas penser que c'est moins cher. C'est moins cher, non, parce que la société paye tout cela globalement. Donc, on doit l'intégrer. Deuxième chose, on sera forcément plus cher. Faut pas, c'est la réalité, on parle d'économie d'échelle, on parle d'un certain nombre de choses. Et troisième élément, l'agriculture, c'est plusieurs, je dirais, segments. C'est le professionnel, mais c'est aussi ce qu'on peut faire en proximité de chez soi. Et ceux qui ont moins de moyens, il y a aussi des solutions de proximité, etc., qui peuvent aider à consommer de façon saine, sans trouer la poche. Voilà. D'accord, Madame Lacascade, je vous laisse le mot de la fin rapidement pour le consommateur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors juste, si c'est possible que je dise qu'il y a un problème d'éducation. Il faut vraiment rééduquer la population et bien faire comprendre donc à cette population, comme dit monsieur, qu'au bout de la chaîne, on va le payer cash. On a des problèmes d'obésité, on a des problèmes, on a une population vieillissante. Donc revenir à l'éducation, et ça passe par les enfants. Je crois que les enfants sont les meilleurs ambassadeurs de l'éducation pour dire à papa, à maman, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Et l'agriculteur qui a un rôle justement primordial peut aussi devenir le conseiller, donner des recettes, etc. Mais je pense que c'est l'éducation et revenir à mieux manger, mieux se nourrir pour être en meilleure santé. D'accord, merci à tous. Moi, j'en profite pour faire un gros big up, puisqu'on se souvient, il y avait deux choses qui avaient été mises en place pendant le Covid. C'était les livraisons des fruits et légumes. Donc, chapeau aux agriculteurs qui avaient mis ça en place et qui recevaient, qui envoyaient les paniers chez les gens. Et l'histoire des chèques, donc pour permettre aux gens distribués, je crois, par les chambres, plusieurs chambres consulaires, et que vous pouviez dépenser chez un producteur local. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon après-midi et restez connectés sur Canal 10.